une barrière entre l'humain et la machine qui commence à tomber progressivement et qui rejoint des scénarios de science-fiction. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. L'intelligence artificielle est parmi nous, les avatars virtuels se multiplient. On en parle avec la journaliste Claudia Cohen qui signe une enquête passionnante sur ce sujet. Justement, avec Lisa de Bernard, on va revenir sur cette étonnante arnaque au deepfake dans une entreprise de Hong Kong. Un employé s'est fait abuser par un faux directeur financier en vidéo. Les États-Unis et l'Europe envisagent de criminaliser les deepfakes pornographiques. On en discute avec mon confrère Bruno Guglielminetti à Montréal. Et puis, ça y est, l'Europe a validé le fameux AI Act. On évoquera avec la députée Mireille Clapeau les pistes pour réguler l'intelligence artificielle. Beaucoup d'IA donc cette semaine dans Monde Numérique. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi cette énorme cyberattaque qui touche la sécurité sociale française. 33 millions de numéros de sécu dans la nature, peut-être le vôtre. L'innovation de la semaine, c'est un super Wi-Fi d'une portée de 2 à 3 km. Et puis on va parler des technologies au service de la décarbonation des entreprises, avec EDF, partenaire de la série spéciale Objectif 2050. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 10 février 2024. C'est parti, comme chaque samedi, pour 50 minutes de news et d'interviews disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur les assistants vocaux et sur le site mondenumérique.info. Et avant toute chose, je voudrais vous parler d'une chose importante concernant le fonctionnement de ce podcast. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'essaye notamment de vous faire vivre tous les grands événements liés à la tech. Alors début janvier, c'était le CES de Las Vegas. Dans quelques semaines, fin février, ce sera le salon Mobile World Congress de Barcelone. Un autre grand rendez-vous avec plein d'annonces, notamment dans le domaine de la mobilité, des télécoms, etc., mais pas seulement. Je serais ravi également de vous faire vivre cet événement avec des interviews, des commentaires, des explications, des décryptages, des news, à la fois en audio, mais aussi en vidéo si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Mais il y a une chose dont je n'ai jamais encore parlé, c'est le fonctionnement économique de Monde Numérique, en fait. Car vous l'avez sans doute remarqué, eh bien, ce média est financé par la publicité, avec des sponsors et des partenaires. Mais pour le Mobile World Congress, eh bien, j'ai eu l'idée de tenter autre chose. En fait, c'est de faire appel tout simplement à vous qui écoutez ces informations et qui avez peut-être envie de soutenir Monde Numérique. Alors plutôt que des sponsors, eh bien, je vous propose de participer à une campagne de dons en fait pour nous permettre de couvrir ce fameux Mobile World Congress de Barcelone. C'est ce que font pas mal de médias indépendants, parce que l'info, ça a un coût à fabriquer. Et pour cela, j'ai donc choisi d'utiliser une plateforme française qui est réservée aux médias d'information qui s'appelle J'aime l'info. C'est une plateforme très sérieuse qui permet de recueillir des dons pour financer des projets éditoriaux. Et c'est ce que je vous propose à l'occasion du Salon de Barcelone. Voilà, pour contribuer, c'est très simple en fait. Vous trouverez dans la description de cet épisode un lien qui permet de faire un don très facilement, que vous soyez un particulier ou une entreprise d'ailleurs. Donc vous pouvez y aller dès maintenant. Il n'y a pas trop de temps à perdre parce que ça va arriver très très vite. En fait, c'est donc vous, auditeurs, qui allez financer, si vous le souhaitez, la couverture de cet événement. Le regard en fait de Monde Numérique sur le Mobile World Congress de Barcelone. Voilà, c'est dit. C'est une expérience. On verra ce que ça donne. En attendant, c'est parti pour l'actu de la semaine. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine avec Lisa de Bernard. Salut Lisa. Salut Jérôme. Alors, c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit cette semaine, une affaire de piratage informatique qui nous concerne tous ou presque. Les données de sécurité sociale de millions de Français ont été piratées. Et au centre de cette arnaque, bien, il y a 2 entreprises privées spécialistes du tiers payant, Viamedis et Almeris. Raconte-nous ça. Eh bien, début février, ces 2 entreprises ont été la cible d'une attaque de phishing qui a permis aux pirates de siphonner les données de plus de 33 millions de Français, soit presque un Français sur 2. Alors, quelles données ? Eh bien, les noms des assurés, les dates de naissance, les noms de leurs assureurs et les numéros de sécurité sociale. Des données sensibles qui pourraient être utilisées par la suite par les pirates pour hameçonner les assurés et leur soutirer leurs données bancaires grâce à de faux liens envoyés par email, par exemple. Et plus grave encore, ces données pourraient être
utilisés pour usurper l'identité des victimes et se livrer à toutes sortes de méfaits comme faire des achats sans provision. Alors ce vol pourrait s'avérer très lucratif pour les voleurs. Il faut savoir que les données de santé se revendent à prix d'or sur le web ou plutôt sur le dark web. Et l'un des problèmes majeurs dans tout ça, c'est qu'un numéro de sécurité sociale ne peut pas être modifié ou changé. Et non, en effet, c'est une donnée vraiment quasi biométrique, hein, le numéro de sécurité sociale. Bon, alors on essaie de nous rassurer en nous disant qu'il n'y a pas de coordonnées bancaires qui ont été volées. Malgré tout, c'est quand même assez inquiétant. Et comment est-ce qu'on peut savoir à ce jour si on est concerné par cette fuite ? Eh bien, pour le moment, les deux entreprises n'ont pas particulièrement communiqué sur l'incident, alors qu'elles sont pourtant tenues de le faire. La CNIL, en revanche, la Commission nationale d'informatique et des libertés, a, quant à elle, lancé une enquête et a demandé aux entreprises, dont Viamedis et Almeris sont les prestataires, d'informer individuellement et directement l'ensemble des assurés concernés par cette violation de données, et ce, dans les plus brefs délais. Donc, pas grand-chose à faire pour le moment, à part surveiller votre boîte mail, spam compris, pour savoir si vous êtes concerné par ce vol de données. Mais c'est quand même assez incroyable, hein. C'est toujours la même histoire. Alors, d'abord, c'est du phishing. Ça veut dire que c'est donc ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, hein. C'est quelqu'un qui se fait piéger. C'est une personne qui s'est fait avoir. Et puis ensuite, c'est toujours sur des prestataires intermédiaires qui sont les maillons faibles de ces grands systèmes. Et moi, ça m'énerve. Et je voulais le dire. Autre genre de cyberarnaque impressionnante également, une incroyable histoire digne d'un film, un piratage au deepfake. Alors ça s'est passé à Hong Kong, un pirate a réussi à dérober un énorme pactole en abusant d'un pauvre employé, en faisant passer une intelligence artificielle pour un directeur financier. Là encore une histoire un peu dingo que tu vas nous raconter. Et oui, la victime pensait être en réunion en visio avec son directeur financier et quelques collègues, mais il s'agissait en réalité d'un personnage virtuel qui a réussi à le convaincre d'effectuer plusieurs transactions vers pas moins de 5 comptes bancaires différents pour un total de 200 millions de dollars hongkongais, soit près de 25 millions d'euros. L'employé avait reçu plus tôt dans la journée un mail contenant le lien d'une visioconférence. Alors cela avait quand même suscité sa méfiance, mais celle-ci s'est dissipée car ses faux collègues se sont également connectés. En fait, il s'agissait d'avatars créés grâce à l'intelligence artificielle à partir d'images et de vidéos volées au cours des mois précédents. Le malheureux s'est rendu compte de la mascarade seulement au sortir de cette fausse réunion, en échangeant cette fois-ci avec ses vrais collègues. Et au passage, il avait perdu 25 millions d'euros. Alors, c'est ce qu'on appelle, Lisa, une arnaque au président, en fait, cette histoire-là. Effectivement, l'arnaque au président consiste à se faire passer pour un supérieur hiérarchique et cela repose en fait sur la confiance que les employés placent en leur patron. Le problème, c'est qu'avec le développement des logiciels d'intelligence artificielle, le travail des escrocs est à la fois simplifié et beaucoup plus efficace. Il y a quelques années, par exemple, en 2019, c'est une entreprise britannique qui avait fait les frais d'une imposture quelque peu similaire. Grâce à un deepfake vocal, cette fois-ci, un employé avait transféré 200 000 euros vers la Hongrie en pensant s'adresser à son patron par téléphone. Les joies de l'intelligence artificielle et des IA conversationnelles. On va en reparler d'ailleurs, tiens, un peu de ça tout à l'heure avec mes invités, les invités de la semaine de Monde Numérique. Vous allez voir, c'est super intéressant. Alors justement, pour lutter contre les dérives de l'intelligence artificielle générative et contre les contenus trompeurs, eh bien, l'un des acteurs majeurs du secteur, en l'occurrence le groupe Meta, annonce qu'il a pris des mesures et que bientôt toutes les images générées par intelligence artificielle sur ses réseaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram ou encore Threads, seront marquées pour qu'on puisse les reconnaître et qu'on puisse savoir que ce sont de fausses images, hein, c'est ça. Exactement, on les a tous vues, ces images plus vraies que nature, des images de manifestations ou de personnalités, le pape Emmanuel Macron, tellement vraies qu'on risque de les confondre avec de vraies photos, et c'est l'arme idéale pour la désinformation. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière avec l'affaire de la chanteuse Taylor Swift. Et bien pour simplifier la détection de ces images, Meta promet désormais de les marquer d'un petit badge qui sera appliqué systématiquement sur les images et même les vidéos créées grâce à l'intelligence artificielle. Le groupe l'a annoncé cette semaine dans un billet de blog. C'est bien sur le principe de marquer les deepfakes, mais comment est-ce qu'ils vont faire
concrètement, est-ce qu'ils seront vraiment en mesure de les repérer ? Eh bien, Meta annonce qu'il travaille à la mise au point d'une technologie qui devrait permettre de reconnaître les images générées par IA, une technologie qui fonctionne elle-même grâce à l'intelligence artificielle. Le groupe affirme être déjà capable de détecter les images créées par sa propre IA, Meta AI. Il souhaite étendre maintenant ce dispositif aux productions venant d'autres outils comme OpenAI, Midjourney ou encore Microsoft. Mais le projet est ardu et Meta prévient déjà que le système ne permettra pas de reconnaître toutes les images. Néanmoins, cela devrait permettre de limiter les dégâts. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y a apparemment une sorte de mobilisation parce que OpenAI a également annoncé le lancement d'un outil pour combattre la désinformation. Oui, il s'agit d'un système de métadonnées qui seront incluses dans les images générées par DALL-E, l'intelligence artificielle génératrice d'OpenAI. OpenAI reprend donc en fait le principe du protocole appelé C2PA, soutenu par Adobe, Intel ou encore Microsoft pour marquer les images truquées avant la vague des IA génératives. Mais ça non plus, ça n'est pas un système infaillible. Rien n'est infaillible. Mais bon, on voit que vraiment, il y a quand même une prise de conscience, bien sûr, notamment à l'approche des élections américaines, élections européennes, parce qu'on sait qu'on craint à l'occasion de ces scrutins un déluge de fausses informations et de manipulations politiques, notamment grâce à l'IA. Bref, on va bien rigoler cette année, si on peut dire. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, et je te propose de revenir en deuxième semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, ma chère Lisa. À la semaine prochaine, Jérôme. Et puis avant d'aller plus loin, ajoutons encore une petite news, c'est la nomination de la nouvelle ministre du numérique, ou plutôt secrétaire d'État. Marina Ferrari, députée de la Savoie, devient secrétaire d'État au numérique. Elle remplace Jean-Noël Barrot, qui lui prend en charge l'Europe. C'est un choix politique, Marina Ferrari, puisqu'elle est députée Modem, le parti de François Bayrou, tout comme l'était son prédécesseur. Alors, elle vient aussi de la start-up Lunabi Studio, qui était à l'origine de l'application Tous Anti-Covid. Voilà, Marina Ferrari aura notamment pour tâche de poursuivre certains chantiers entamés par son prédécesseur, mais qui n'est pas resté assez longtemps pour les mener à bien, comme le contrôle d'accès des mineurs aux sites pornographiques, le projet de filtre anti-arnaque pour le web, et puis bien sûr tout ce qui touche à la régulation de l'intelligence artificielle. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, on va parler de Wi-Fi, car s'il s'agit d'un super Wi-Fi, un Wi-Fi d'une portée jusqu'à 3 km. Le Wi-Fi, on connaît, on a ça à la maison, c'est ce système de communication sans fil pour aller sur Internet, mais en général, c'est limité à quelques dizaines de mètres seulement, le Wi-Fi, puis en plus, ça passe très mal les murs, etc. Seulement, voilà, une entreprise californienne du nom de Morse Micro vient de faire une démonstration, qui est d'ailleurs visible en vidéo sur le web, une démonstration d'une connexion avec ce super Wi-Fi qui peut aller jusqu'à 2 et même 3 km, avec un débit qui reste correct d'environ 1 mégabit par seconde. Ça permet de faire de la vidéo. Parce qu'en général, avec ces systèmes d'ondes radio, plus vous allez loin et moins le débit est fort, etc. etc. Alors bon, 1 mégabit, on est encore loin des centaines de mégabits qu'on peut aujourd'hui avoir à la maison, mais c'est déjà pas mal. Le Wi-Fi, il faut le rappeler, c'est une norme internationale qui ne cesse d'évoluer, mais qui s'appuie sur des technologies qui, elles, peuvent être un peu tripatouillées dans tous les sens. C'est une norme qui s'appelle 802.11, qui se décline en différentes versions. Les premières versions de Wi-Fi utilisaient des fréquences dans les bandes des 2 GHz. Les nouvelles générations Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 utilisent du 5 GHz. Et puis le Wi-Fi 7 qui vient d'arriver, notamment sur la nouvelle Freebox, fait appel, lui, à des fréquences en 6 GHz. Tout ça, ça permet à chaque fois d'améliorer le débit, la portée, etc. Avec, bien sûr, toujours des contraintes physiques, des avantages, des inconvénients. Ce nouveau super Wi-Fi de Morse Micro est baptisé Wi-Fi Halo. Ça s'écrit H-A-L-O-W. Et en fait, il fonctionne, lui, sur des fréquences beaucoup plus basses de 900 MHz, qui, visiblement, améliorent la portée. Ça pourrait servir notamment pour les objets connectés. Aujourd'hui, pour les objets connectés, on utilise plutôt les réseaux cellulaires, 3G, 4G, 5G, ou alors des réseaux très bas débit comme LoRa, etc. Et outre sa portée, en plus, ce Wi-Fi Halo a une faible consommation électrique, ce qui est plutôt pas mal pour des objets connectés qui fonctionnent souvent sur batterie, comme des caméras vidéo, des capteurs de toutes sortes, etc. etc.
Cela dit, c'est pas gagné, c'est une innovation, mais qui n'est pas encore homologuée par la Wi-Fi Alliance, qui gère tout cela. Et ça pourrait bien être long, parce qu'en fait, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'on parlait déjà de ce Wi-Fi Allo, tenez-vous bien, en 2016. Et on annonçait son essor pour 2018. Donc voilà, on est en 2024 et on nous ressort ça comme une nouveauté, ce qui prouve que les bonnes idées, parfois, mettent bien du temps à germer. Le débrief transatlantique. Et c'est le moment dans Monde Numérique de retrouver mon camarade Bruno à Montréal. Jérôme Colombin, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti, comment vas-tu? Ah ben ça va très bien, enrhumé un peu, mais bon, ça va passer. Oui. Hey, Jérôme, cette semaine, c'est très sérieux nos sujets. Hein? Ah là oui. On parle voilà. de l'EI Act et puis on va revenir aussi sur... tu connais l'hypertrucage? Oui, c'est le nom que vous donnez là chez vous au Québec à un mot français qui est deepfake. Oui, le mot français deepfake, évidemment. Le mot français, que tout c'est le monde deepfake, connaît. que tout le monde connaît, bien sûr. Ouais. Mais avant d'aller dans le deepfake ou l'hypertrucage, je veux te ramener au premier sujet. Ouais. L'EI Act, qui est donc cette loi européenne qui fait pas l'unanimité et qui veut encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle sur votre territoire. Ouais, et avec un moment un peu historique parce que ça y est, le projet dont on parle depuis de longs mois, depuis l'année dernière, même avant je crois, a été validé en fait. C'était le 2 février exactement. Donc enfin les pays sont tombés d'accord. Alors le parcours législatif est pas terminé, hein. Il va y avoir encore un vote au Parlement en mars ou avril, etc. Mais apparemment c'est déjà une bonne étape. Et tu sais, le commissaire européen Thierry Breton était tout content. Il a dit que c'était une première mondiale, voilà, etc. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, on peut en dire un mot sur qu'est-ce que c'est l'AI Act. Et ce qui a fait aussi un peu de bruit chez nous, c'est qu'en fait, il y avait de la tension. Tous les pays n'étaient pas d'accord, et notamment la France n'était pas d'accord avec ce qui était proposé. La France a essayé de faire un peu plier les autres pays. La France avec l'Allemagne et l'Italie, mais ils n'y sont pas arrivés. Et donc, c'est les joies du consensus à la fin, ils se sont pliés à la décision, quoi, en fait. Ouais. Mais est-ce que la France a toujours été en désaccord par rapport à cette démarche-là ou des éléments, ou c'est récemment avec tout le lobby qui a entouré cette loi-là en France particulièrement? Alors, elle n'était pas en désaccord avec le principe de la réglementation de l'intelligence artificielle, mais c'est la manière de faire, en fait. Et c'est vrai que jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, le problème, c'était de dire, attention, si on fait une réglementation trop stricte, ça va nuire aux startups françaises. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de lobby, puisque la plus belle startup chez nous actuellement en France pour l'intelligence artificielle, c'est une entreprise qui s'appelle Mistral AI, et qui a dans son comité principal, conseil d'administration, l'ancien ministre du numérique, Cédric O, qui a fait beaucoup de lobby. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu ramené ça à un lobby pour une entreprise, mais en réalité, c'était pas que pour cette entreprise, c'était pour l'ensemble des startups présentes et futures qui risquaient et qui risquent de se retrouver avec trop de contraintes, et notamment pour ce qu'on appelle alors c'est compliqué, on va pas rentrer trop dans le détail, mais les modèles de fondation, c'est-à-dire vraiment les entraînements de base, en fait. C'est-à-dire que tu as Google, OpenAI qui se sont entraînés un peu sans règles, et puis maintenant, ceux qui vont entraîner leur modèle à partir de maintenant, ils auront des règles que n'avaient pas les autres. Donc, c'est vrai que ça peut être déséquilibrant. Et d'ailleurs, c'est ça qui faisait sourire bien des gens. Tu te souviens, lors de la publication, il y a, je dirais presque 1 an, de cette fameuse lettre qui demandait un moratoire de 6 mois et un encadrement. Mais c'est exactement cette situation-là qui voulait créer. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y avait tous les gros joueurs qui, eux, avaient déjà entraîné leurs bêtes. Ouais. Et là, les nouveaux joueurs qui arrivaient dans le décor devaient vivre maintenant avec des contraintes qui permettaient d'apprendre beaucoup moins rapidement leur nouvelle entité. Et voilà, on voit exactement... Le jeu a marché, et puis voilà où on se retrouve. Bon. Ça serait intéressant. Autre sujet, mais puis merci parce que ça me permet d'avoir l'heure juste. Autre sujet que je voulais aborder avec toi, parce que là, il y a un angle européen, américain, canadien, même québécois. C'est l'hypertrucage. L'hypertrucage. Oui, habitue-toi à dire ce mot-là. Non, mais c'est joli. Oui.
dans tes cocktails, tes 5 à 7 parisiens, ça va bien passer. Et donc, c'est ça. Avec cette histoire de Taylor Swift qui a été pris là-dedans, on est en train de voir une vague d'intérêt de la part des élus un peu partout sur la planète de faire passer ou d'encadrer ou de légiférer dans le domaine. Ben, ce qui est rigolo, c'est que c'est de votre côté, alors surtout sur le côté continent nord-américain, parce que c'est les États-Unis qui les premiers ont parlé de réglementation et de pénalisation du deepfake, de l'hypertrucage, c'est ça? Oui, entre autres, il y a 4 sénateurs américains qui ont amené un projet de loi. Bon, là, ça doit passer par le canal législatif, là, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Faut savoir, puis au Canada, la même chose. Il y a des grosses discussions par rapport à une nouvelle loi qui va encadrer les méfaits qui sont faits en ligne avec les nouvelles technologies. Et là, on est en train de parler de l'intégration des fakes ou des hypertrucages là-dedans. Mais il faut toujours rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il y a quand même des lois qui existent aujourd'hui qui peuvent permettre de sauver des victimes de la chose. Et mais donc, c'est ça. Alors, c'est une situation qui était là auparavant, mais on a comme l'impression que l'histoire de Taylor Swift a comme cristallisé. Et là, comme c'est arrivé à une grande vedette, il y a des gens qui sont réveillés. Ben, c'est souvent comme ça. Le numérique crée des nouveaux problèmes qui, en fait, sont pas si nouveaux que ça, souvent. Et alors, sur le fait d'en faire des délits, c'est marrant parce que ça a fait tache d'huile, mais pour une fois, c'est dans l'autre sens. C'est sorti d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe, puisque ça y est, l'Europe également a décidé qu'elle allait intégrer des deepfakes dans une directive qui était déjà en préparation, qui concerne les violences faites aux femmes. Donc, on n'aura plus le droit d'envoyer. Alors, interdiction d'envoyer des deepfakes pornographiques non consentis. C'est-à-dire que si toi, tu veux te créer ton petit personnage dans une situation rocambolesque, tu as le droit. Mais en revanche, tu n'as pas le droit de le faire avec quelqu'un que tu connais et puis surtout le rendre public. Il y a même autre chose. Sans sa permission, du moins. Sans sa permission, exactement. Voilà. Et il y a autre chose. Est-ce que tu connais le cyberflashing ? Non, ça, je connais pas. Eh ben, le cyberflashing, qui est un autre mot français, bien sûr, qui, en fait, c'est le fait d'envoyer une image sexuelle non sollicitée. Alors, pas une fausse, mais une fausse ou une vraie, d'ailleurs. Mais ça ressemble à chatroulette, ça, à l'époque. Ouais, et puis c'est les fameuses, tu sais, enfin, apparemment, c'est il y a des femmes qui reçoivent régulièrement des photos de sexe masculin, les dick pics. Et donc, ça va être légiféré en Europe. Et ça va être légiféré également. Tout à fait, en Europe, c'est dans les tuyaux. Mais moi, ça me pose une question parce que je me posais la question du coup suite à ça il y a pas très longtemps. Je me dis mais est-ce que sur cette histoire de hypertrucage, on va aller plus loin parce qu'aujourd'hui c'est les images pornographiques, mais demain ça pourrait être les deepfakes diffamatoires, insultants, désinformants, etc. Un homme politique, je regardais là juste avant qu'on se parle, un deepfake d'un homme politique français très connu dont je tairai le nom. Et je me dis tiens, mais lui s'il a envie de s'énerver, de porter plainte, est-ce qu'il peut le faire? Voilà, je pense qu'il peut déjà le faire. En fait, ça rentre dans le cadre de la diffamation. Ouais, c'est l'usurpation d'identité pour la création d'un faux. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves comme point parce que récemment dans la presse, il y avait un article, la presse qui est un quotidien montréalais, là, qui parlait justement d'hypertrucage qui avait été utilisé pour berner financièrement des gens. Oui, ça c'est incroyable. Il y a déjà 6 cas au Québec qui sont documentés directement par rapport à l'hypertrucage. Et puis encore cette histoire, je pense que c'est cette semaine où il y a un homme aux États-Unis qui a été victime, un employé qui pensait avoir la voix de son patron, il a viré 25 millions. Eh ben on en parlait juste avant dans Monde Numérique avec Lisa de Bernard de cette histoire-là justement. Ah, tu vois. Alors c'est ça, on est dans une situation où la pornographie c'est un problème sérieux pour les victimes qui sont prises là-dedans, mais il y a tout le volet économique et politique et puis là on tombe dans la désinformation. Alors ça va être intéressant de voir si c'est légiféré correctement. Mais écoute, voilà, pour notre petite conférence juridique à 2 voix, je propose qu'on fasse un séminaire la semaine prochaine et qu'on en reparle, mon cher Bruno. À part ça, tu parles de quoi dans ton podcast cette semaine? Écoute, c'est très intéressant parce que ici... Comme d'habitude.
Ben, je te remercie. Mais tu sais que le fameux Vision Pro d'Apple, Ouais, c'est la quoi jeunesse, elle ça? est québécoise, hein? Ouais, c'est un genre de casque qu'on se met sur la tête. Ah ouais, Va d'accord. voir, cherche sur les réseaux sociaux, tu vas voir des images. Et donc, ben, le Vision Pro, sa genèse, elle est québécoise. C'est des gens de Nirvana qui Ah ont bon? vendu leur entreprise à Apple. Et donc, je parle avec Bertrand Nemveux, qui est le patron de cette boîte-là. Génial. J'avais croisé au CES en 2017. Il était dans un couloir lors d'un événement entourant le CES. Il m'avait présenté ça. C'était son casque à l'époque, était branché sur une Xbox. Wow. Et imagine, le bonhomme, il fait la présentation à un journaliste de Tom Hardware, le magazine spécialisé américain, et il y a quelqu'un d'Apple qui tombe sur cet article-là et dit « Ah, c'est intéressant ». Alors, discussion pendant le CES avec les gens. Et puis, quelques mois après, Apple achetait la compagnie. Eux, ils sont partis en Californie pour travailler avec les gens d'Apple, pour travailler sur le dossier. Puis, bon, 7 ans plus tard, le casque est sorti. Alors, c'est un retour sur l'expérience. Écoute, Puis, ça a été touchant pour lui de retourner en boutique, acheter son casque. Et puis, pour rajouter sur la petite histoire qui fait vraiment presque un film qu'on verrait là, assez... ouais, quand il il y est a de quoi rentré faire dans un la film ou une série, là. Hein. Ah oui, oui. Mais imagine-toi, quand il est rentré dans la boutique au Apple Store, il y a quelqu'un qui l'a reconnu. Non. Un méchant geek. Et là, ils lui ont fait Il a la dit, fête, ah, un c'est peu vous comme le si vrai Tim Cook père. avait passé dans la succursale. Ah ouais. Alors, histoire amusante. Donc, c'est une des entrevues que je présente. Sinon, je parle aussi avec Luc Sirois, qui est l'innovateur en chef du Québec. Et lui nous parle d'un rapport qui a été déposé cette semaine sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. Ah bah tiens, on n'en Alors, sort pas. Non, on n'en sort pas. Puis d'autres entrevues tout aussi fascinantes les unes que les autres, plus mes collaborateurs. Alors, belle édition cette semaine. Bah écoute, moi aussi, je vais parler un peu du même sujet dans un instant. Donc ils ont de la chance aussi, mes auditeurs. Je salue tes auditeurs et je te dis à la semaine prochaine. Salut Bruno, salut à tous tes auditeurs également et à la semaine prochaine. Monde numérique, le meilleur de la tech. Sommes-nous déjà envahis par les IA ? On en parle souvent au futur, mais en réalité, eh bien, les créatures virtuelles à base d'intelligence artificielle sont déjà parmi nous. Et oui, on les croise sur, par exemple, les services clients des entreprises, quand on discute avec des assistants virtuels en ligne, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec les premiers influenceurs virtuels en images de synthèse apparus récemment, ou encore via des applis qui permettent de se créer des doubles numériques ou des petits amis virtuels. Sommes-nous dans la matrice ? On en parle avec Claudia Cohen, qui a enquêté sur ce sujet. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version longue intégrale si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, à retrouver la semaine prochaine en épisode séparé sur le fil du podcast Monde Numérique. Bonjour Claudia Cohen. Bonjour. Tu es journaliste au Figaro, au service économie et tech. Tu signes un grand article, une grande enquête passionnante sur ces intelligences artificielles qui arrivent sous de nombreuses formes et qui, de plus en plus, créent la confusion parce que ce sont des personnages virtuels à part entière qu'on retrouve dans des différents secteurs de l'économie aujourd'hui. Tu peux nous en parler ? Alors oui, je signe le papier d'abord avec ma collègue Chloé Wattier, que je mentionne. Écoute, oui, en fait, l'idée du papier, c'était vraiment de décrire un monde qui est déjà là, dans lequel au quotidien, on va interagir sans le savoir parfois avec des intelligences artificielles, que ce soit dans des services de coaching personnalisé, dans des services de SAV évidemment, avec des influenceurs aussi virtuels qui n'existent pas et qui ont pourtant 1 million d'abonnés, et aussi dans un sujet un peu plus concernant, des services de faux amis virtuels ou de faux amants virtuels même, des choses qu'on a vu beaucoup se développer en Asie et qui sont déjà là en France depuis, je dirais, quelques mois. Alors quand on parle de ces créatures virtuelles, il faut comprendre qu'il y a de l'image, hein, ce sont des personnages qui sont représentés et en plus avec lesquels on peut dialoguer, parfois oralement, ils nous répondent pour certains aussi vocalement, donc ça crée un nouveau type de relation avec la machine.
Ça crée un nouveau type de relation. L'interaction, on va plus loin que des simples messages écrits qui pouvaient peut-être déjà créer de la confusion, de l'attachement. Comme tu le disais, aujourd'hui, il y a une voix qui est personnalisée pour te plaire. Si tu es un homme, si tu es une femme, il y a un physique aussi qui t'est soit imposé, mais qui souvent est quand même assez flatteur, ou que tu peux toi-même personnaliser. Aujourd'hui, il y a des applications faites par des géants de la tech, comme l'application Replica, par exemple. Très connu. Très connue, qui te permet de créer en fait ton propre IA personnalisé avec un physique et qui répond finalement à tes besoins que peut-être tu n'arrives pas à trouver dans ton quotidien avec des personnes réelles. Ouais, il y a une espèce de dimension affective, voire psychologique, dans la relation qu'on peut entretenir avec ces avatars. Il y a une dimension psychologique et dans le papier, ce qu'on explique, c'est que cette dimension psychologique, pour l'heure, n'est pas du tout prise en compte, ou du moins mesurée de façon très concrète par les entreprises qui proposent ces services. Quand tu les interroges sur ce point, on te dit, enfin il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais non, évidemment, il n'y a pas de sentiment qui va être développé avec une IA. Or, on n'en sait rien. On a vu des premiers cas aux États-Unis de jeunes garçons, notamment, qui t'expliquaient ne pas forcément avoir eu d'expérience avant sentimentale, pour qui peut-être l'amour ressemble à ça. Donc, il y a une barrière entre l'humain et la machine qui commence à tomber progressivement et qui finalement rejoint des scénarios de science-fiction qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières décennies et qui se concrétisent aujourd'hui. Après, on va en parler. Je pense qu'il n'y a pas non plus que cette dimension psychologique qui peut être négative, un peu dystopique. Il y a plein d'autres choses. Justement, pourquoi est-ce que tu as voulu traiter ce sujet qui n'est pas tout à fait nouveau, mais et en plus qui est multiforme? Qu'est-ce que tu voulais mettre en évidence ou découvrir? Ce que j'avais envie d'expliquer aux gens, c'est que effectivement, moi j'ai traité des influenceurs virtuels qui deviennent de plus en plus réalistes, avec ce manque de transparence aussi. J'ai traité des SAV, j'ai traité des services de coaching, et en fait je trouvais ça assez dommage de pas mettre en perspective tous ces sujets qui finalement n'en font qu'un, parce que déjà le point commun de tous ces services, c'est que ils sont faits par des entreprises qui recherchent un certain profit. Il y a une dimension commerciale à chaque fois, parce qu'évidemment tous ces services sont payants, et plus c'est personnalisé et plus vous devez payer un peu plus. Et aussi le point commun, c'est que ce qu'on voit ces derniers mois, c'est que tous ces services se développent alors que le cadre légal juridique autour de l'intelligence artificielle n'est pas encore défini. Pour parler de façon très concrète, pour les services qu'on vient de citer, vous n'avez pas encore aujourd'hui l'obligation pour ces entreprises de spécifier que la personne avec qui vous parlez en SAV est une IA, que le coach est une IA. Vous n'avez pas légalement l'obligation de le faire. Certains le font. Ils vont le faire souvent à la première étape. Donc en fait, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que ce soit assez systématique à chaque étape de la conversation, à chaque étape de l'image, de la voix. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'expliquer que finalement, tous ces phénomènes se rejoignent et dessinent un monde dans lequel à la fois les entreprises, mais aussi les citoyens et les utilisateurs répondent de façon favorable à ces services qu'on n'aurait peut-être pas cru il y a quelques années voir le jour. Voilà, un nouveau visage de l'IA et sans doute plein de nouveaux problèmes. À lire donc dans Le Figaro. Merci beaucoup, Claudia Cohen. Merci beaucoup, Jérôme. Ce phénomène montre bien pourquoi on parle de plus en plus de régulation de l'intelligence artificielle, même si la question des avatars n'est qu'une petite partie du problème. Alors en attendant l'entrée en vigueur du fameux règlement européen AI Act, validé début février, dont on parlait tout à l'heure avec Bruno, au niveau national français aussi, des élus se penchent sur la question et une commission vient de rendre un avis sur la régulation de l'intelligence artificielle. J'ai voulu en savoir plus et j'ai donc appelé la représentante de cette commission. Bonjour Mireille Clapeau. Bonjour.
Vous êtes députée de la Drôme, présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes, vous venez donc de rendre un avis sur la régulation de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'AI Act, donc validé au niveau européen début février, va dans le bon sens selon vous? Oui, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens parce que ça prend les modèles en fonction des risques qui peuvent être envisagés. Donc, il y a des utilisations qui sont complètement interdites. Il y a des systèmes à haut risque, il y a des systèmes à risque modéré, et puis il y a des systèmes sans aucun risque. Si je prends la balance à peser les légumes, on peut imaginer qu'elle représente pas un haut risque. En revanche, il existe des systèmes qui pourraient affecter l'humain, affecter les données sensibles, et à ce moment-là, il faut réguler. Et donc, moi, je trouve que c'est un bon équilibre. En revanche, on peut comprendre les réticences de certains pays, dont le nôtre, dont la France. Dont la France, oui. Oui, sur le risque qu'il y a à empêcher l'innovation. Moi, je suis plutôt optimiste parce que je reprends une comparaison littéraire. Du maximum de contraintes peut naître le maximum de liberté. On l'a vu sur le RGPD. On peut avoir un modèle qui bride, qui dit on ne fait pas n'importe quoi, mais qui pour autant n'est pas un obstacle total à l'innovation. Et je pense que c'est le cas pour l'intelligence artificielle. Moi, vous savez, étant députée, je suis très souvent en contact dans ma circonscription avec le grand public. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait peur. Et le meilleur moyen qu'elle ne fasse plus peur et qu'elle soit acceptée socialement et qu'elle facilite la vie de tout le monde, on y reviendra après, les particuliers, les agents publics, les entreprises, le meilleur moyen, c'est qu'elle donne confiance. Et pour donner confiance, il faut une régulation. Quels sont les aspects les plus importants selon vous, ceux sur lesquels il faut agir très rapidement? Nous avons mis en premier une IA verte ou durable ou responsable avec plusieurs aspects. Il y a bien sûr l'impact environnemental. L'intelligence artificielle est très gourmande en serveurs, en stockage de données, en supercalculateurs, est très gourmande donc en énergie et en eau. Mais on sait que ça s'améliore très très vite, ça. Il y a des perspectives d'optimisation qui sont vraiment intéressantes. Bien sûr, mais nous ne devons pas perdre cet enjeu de vue et nous ne devons pas considérer que les externalités négatives sur l'environnement sont un problème secondaire. Nous sommes dans une période de raréfaction des ressources énergétiques, eau, et nous devons y penser dès la conception, dès le développement. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi l'impact social et sociétal. C'est un peu différent, mais l'impact social d'abord sur la destruction d'emplois. Bien sûr, on sait que à partir du moment où la machine fait le travail de l'homme, cela peut conduire à des destructions d'emplois. Mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Il ne faut pas le nier, l'ignorer. Il faudra d'autres compétences pour transformer le travail et l'emploi en fonction de ces nouvelles façons de travailler qui seront amenées par l'intelligence artificielle. Et donc, il faut l'anticiper, il faut prévoir des reconversions. J'en profite pour passer mon petit message. Si des employeurs potentiels nous entendent, pensez aux femmes en reconversion. Il n'y a pas que des jeunes hommes débutants dans la carrière, il faut aussi penser aux seniors et en particulier aux femmes qui sont d'ailleurs en reconversion peut-être en milieu de carrière. Et puis je voudrais bien qu'on parle de l'impact sociétal, dans la mesure où l'intelligence artificielle amène des nouveaux usages, qui sont pas toujours très satisfaisants, les deepfakes, les fake news à grande échelle, mais dans la mesure où elle amène aussi à simplifier certains processus, nous craignons qu'il y ait des impacts sur les capacités cognitives. Et je vais prendre un exemple, je reviens à ma calculatrice. La calculatrice, elle permet de faire des opérations en un temps record. Pour autant, nous devrions entretenir nos capacités de calcul mental.
Moi, je fais comme tout le monde. Si je dois faire, allez, on va dire 23,75 multiplié par 59,12, je sais que je sais faire, je l'ai fait autrefois, mais je vais le calculer par la machine, par un tableau Excel ou par une calculatrice. Je pense que c'est dommage de perdre complètement les capacités de calcul mental. Et comme je suis aussi une littéraire, je suis pas qu'une ingénieure, mais je suis aussi une littéraire, j'alerte aussi le public sur le fait que si la machine et l'intelligence artificielle générative en particulier, c'est mieux qu'un humain écrire un texte et l'écrire correctement sans faute, attention, parce que nous risquons de perdre ces capacités. Demain, on risque de déléguer une partie de nos tâches, des tâches effectuées aujourd'hui par notre cerveau à l'intelligence artificielle. Oui, je pense que c'est une vraie question. Là, on parle de calcul mental, on parle de rédaction, mais par exemple l'analyse des CV ou l'analyse des dossiers des associations qui demandent des subventions ou l'analyse des textes juridiques et des règlements très compliqués pour les agents publics. Bien sûr, il faut déléguer ce qui est délégable, mais il ne faut pas que l'humain perde la maîtrise. Et il faut aussi penser qu'un jour, on peut être en panne d'électricité. Ça arrive régulièrement dans la Drôme, et je suppose que ça n'arrive pas que dans la Drôme. Et on peut ne plus avoir de batterie, et donc il faut pouvoir reprendre la main. Et donc maîtriser les savoirs fondamentaux qui permettent, en cas de fonctionnement dégradé, de faire à la place de la machine. Est-ce qu'il faut modifier certaines choses dans la loi française pour faciliter l'accès aux données ? Je pense par exemple au droit d'auteur. Est-ce qu'il faut faciliter je sais pas, l'accès à la littérature pour que les modèles puissent s'entraîner à partir des livres français ? Mais le problème, c'est que ça rentre en contradiction avec la protection des droits d'auteur. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut avoir une politique publique de données de façon à ce que la France, mais surtout l'Union européenne, parce que la souveraineté, elle se définit au niveau européen, ait la matière, le carburant, pour que l'intelligence artificielle fonctionne, sans faire appel à des jeux de données qui seraient importés de puissances qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous, par exemple les Amériques ou par exemple l'Asie. Et donc, nous appelons à ce qu'il y ait une action volontariste et donc une politique publique de données avec des données qui soient massives, donc en dimension suffisante pour permettre l'entraînement des larges modèles, mais aussi qui soient fiables et qui soient sans doute anonymisés, enfin qui prennent en compte quand c'est des données sensibles, qui prennent en compte le respect du RGPD. Et puis qui soit accessible. Et aujourd'hui, c'est un point faible. Nous avons potentiellement beaucoup de données, mais qui ne sont pas suffisamment collectées. Et en particulier, j'appelle aussi les collectivités, les pouvoirs publics à bien penser qu'il faut mettre ces données à disposition. Ça, c'est un aspect du sujet. Et il faudra les stocker, évidemment, de façon souveraine. Je pense en particulier aux données sensibles de santé, qui sont un vecteur d'innovation formidable pour faire de la médecine prédictive. Et alors, vous avez abordé un autre sujet qui est effectivement très important, qui est la question de l'accessibilité de ces données. Moi, je ne suis pas pour tout mettre en ouverture. Bien sûr, il y a des œuvres qui sont dans le domaine public, mais il faut penser aux auteurs. J'ai peut-être un réflexe d'auteur, mais quand on a passé des dizaines d'heures, des centaines d'heures à élaborer un texte, à confronter des idées, à recouper, à vérifier l'origine de ces données, il faut respecter le travail du créateur. On n'est pas allé jusqu'au bout encore au niveau de l'AI Act. Certains pays comme le Japon ont fait le choix de déclarer que toute œuvre était libre d'accès. Je ne pense pas que ça sera la solution. Il existe aussi des systèmes d'opt-out, c'est-à-dire que certains auteurs, créateurs disent « je me retire, j'interdis qu'on se serve librement de mes données ». Et donc, je pense qu'il faudra un système, par exemple, de traçabilité, pour qu'on puisse rendre à César
ce qui appartient à César et qu'on puisse reconnaître, ça c'est un premier pas, que un texte généré ou une image générée l'a été fait à partir de tel et tel auteur. Et puis après, ça pose la question de la rémunération. Encore une question, Mireille Clapeau. Justement, les services publics, mais les services publics en tant que service au public précisément, on sait qu'ils seront probablement très fortement impactés par l'intelligence artificielle. A priori, c'est séduisant, ça peut être synonyme d'amélioration, d'efficacité, etc. Est-ce que ça va poser des problèmes malgré tout ? On le sait assez peu, mais la France est pionnière en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services publics, à titre souvent expérimental pour l'instant. Quand vous avez une question d'un usager qui dit est-ce que j'ai droit à telle aide ? Quel va être le montant de mon aide ? Donc, il fournit un dossier dans lequel il y a ses revenus salariés, ses revenus immobiliers ou fonciers, son statut peut-être de travailleur indépendant ou handicapé ou autre. Et donc, l'agent doit compiler tout un tas de données. Et ça prend beaucoup de temps, il peut manquer des choses, il peut y avoir des contradictions parce que les formulaires sont parfois mal remplis. Donc c'est un travail humain extrêmement fastidieux et qui doit s'appuyer sur des textes réglementaires. Et je suis députée, je sais ce que c'est que l'inflation législative et réglementaire. On la constate, même si on aimerait bien simplifier tout ça. Et donc l'agent du service public doit compiler un nombre de données très important et ensuite il doit en fonction de ça fournir un résultat, un livrable si on peut dire à l'usager en disant ben voilà, au vu des informations que vous m'avez produites, je vous dis que vous auriez droit à telle aide sous telle condition. Eh bien ça, l'intelligence artificielle, elle peut grandement le simplifier, l'accélérer. Mais il faut absolument que l'usager soit informé parce que ça n'est pas possible de laisser la machine prendre le pas et il faut que l'agent du service public ait la main au final sur ce que propose l'intelligence artificielle pour éviter les aberrations, pour éviter les hallucinations et puis parce que derrière service public, il y a une notion d'éthique. L'intelligence artificielle, ça n'est pas abstrait, c'est au fond des applications, des systèmes, des logiciels qui vont équiper les ordinateurs des agents face aux usagers. Et ça serait vraiment un échec si ces applications, ces systèmes étaient faits hors d'Union européenne, parce que on revient finalement à la première question qu'on s'est posée, c'est un train qui va à toute vitesse et il faut monter dedans, il faut que nos champions, nos startups, nos entreprises puissent être à la bonne vitesse et produire les bonnes applications, les bonnes solutions. Mais pour ça, la commande publique est un levier très important. Et donc le service public va à la fois bénéficier pour l'usager, pour l'agent public et aussi pour nos entreprises, pour être pour amorcer la pompe des commandes. C'est aussi le rôle de la puissance publique, État ou collectivité locale, de faciliter ça. Merci beaucoup Mireille Clapeau, députée de la Drôme et présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes. Donc à propos de cet avis sur la régulation de l'IA, on voit que vous avez du pain sur la planche. Merci. C'est la suite de Monde Numérique, l'hebdo. Et vous le savez, Monde Numérique s'intéresse beaucoup aux technologies au service de l'environnement. C'est l'objet notamment de la série spéciale d'épisodes intitulée Objectif 2050. J'ai le plaisir de vous annoncer que la saison 2 de cette série démarre en 2024 et ce sera en partenariat avec EDF. Chaque mois, gros plan sur des initiatives en faveur du monde de demain. Le premier épisode de cette nouvelle saison d'Objectif 2050 sera disponible mercredi 14 février. On parlera de décarbonation des entreprises. Et tout de suite, voici un extrait. Bonjour Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle saison d'Objectif 2050. Alors, pour EDF, qu'est-ce que ça représente d'ailleurs, cet horizon 2050 ?
2050, c'est une date en fait qui a été popularisée par la COP 21 en 2015. On se souvient, la COP de Paris, comme on l'appelle. Et c'est un engagement qu'a pris la planète, c'est un engagement qu'a pris la France, et c'est un engagement que prend EDF également, d'atteindre une cible qu'on dit net zéro, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre à 2050. Et c'est évidemment un enjeu extrêmement important écologiquement, et une entreprise d'énergie comme EDF est directement concernée, puisque dans le monde entier, on a la chance en France d'avoir une énergie très vertueuse d'un point de vue CO2, mais dans le monde entier, les émissions de carbone sont largement dominées par les émissions énergétiques. Et donc voilà, on est très très impliqués dans cette idée de développer une énergie décarbonée, de décarboner les usages, utiliser l'innovation, la technologie, les services innovants autour de l'électricité pour décarboner le monde d'ici à 2050. Alors sur quel type d'innovation vous vous appuyez ? Alors, il y a d'abord l'innovation technologique, on en a parlé, hein. On a plus de 2000 chercheurs dans notre R&D dans le monde entier, on est très à la pointe sur tout un tas de domaines liés à l'énergie, mais pas uniquement. On pourrait parler de l'IA générative et plein d'autres sujets. On a aussi des équipes d'innovation que j'ai le plaisir de diriger, qui, elles, développent vraiment de nouveaux modèles, de nouveaux dispositifs, de nouvelles startups qui permettent là aussi d'aider à décarboner le monde en l'électrifiant. Et puis, on fait évidemment beaucoup de prospectives, beaucoup de veille sur les ruptures, les choses qui vont pouvoir changer le monde. Et c'est évidemment des choses qu'on a besoin de suivre au quotidien. Si je prends l'exemple de la voiture électrique, c'est évidemment, on décarbone la voiture en l'électrifiant, en passant du moteur thermique au moteur électrique, mais elle a emporté avec elle tout un tas d'innovations qui vont bien au-delà. La conduite autonome, l'entertainment dans la voiture, on en a vu au CES pas mal d'exemples. Bref, c'est des choses qui sont évidemment suivies de très près par nos équipes. Quelques exemples d'actions que vous avez menées, soit directement, soit par l'intermédiaire de start-up ? Alors, on fait énormément de choses. Un exemple d'une action qu'on a créée, tout ce qui est calcul de performance, les fameux data centers, dont on parle souvent, la blockchain, tous ces outils-là sont des outils qui sont réputés pour être très énergivores. Et quand on entend énergivore, on entend polluant, on entend émission de CO2. Nous, on a inventé un modèle à travers une start-up qu'on a créée, qui s'appelle Exaion, par exemple, qui est un modèle de blockchain, de calcul de performance, de data center vertueux, c'est-à-dire alimenté avec une électricité sans CO2 ou bas carbone et situé dans des zones géographiques où on maîtrise les données. Suivez mon regard, on sait que c'est quelque chose d'important, la souveraineté des données. Et donc, typiquement, c'est des modèles que nous, on a développés. On s'attend pas à avoir EDF là-dessus. Il se trouve qu'on l'utilise évidemment pour nos propres besoins, puisqu'on est une entreprise qui utilise énormément de numérique, mais on vend cette solution à beaucoup d'autres entreprises. Par exemple, Société Générale, à travers sa filiale Forge, suit des transactions financières grâce à notre plateforme Exaion. Donc, c'est vraiment ce genre d'innovation très concrète qu'on met en œuvre à travers nos investissements. Et puis, il faut dire aussi qu'on investit, nous, directement, énormément dans des startups externes, dans des projets qui ne sont pas directement menés par EDF, mais des projets qu'on a identifiés comme étant des projets qui peuvent faire bouger le monde, bouger les choses autour du CO2. Donc, on a vraiment une activité mixte, j'allais dire. On crée nos propres projets et puis on investit dans les projets des autres, ceux qui nous paraissent vraiment pertinents. On a quand même investi 500 millions d'euros à date dans ces différentes startups, donc c'est pas rien, c'est vraiment des choses concrètes. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, et rendez-vous donc le 14 février pour le premier épisode d'Objectif 2050, saison 2. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 10 février 2024. Merci de l'avoir suivi par millions, je le sais. Vous pouvez laisser des commentaires sur ce podcast, mais on m'a fait la remarque cette semaine, c'est vrai que par exemple sur les plateformes comme Apple Podcast, on ne peut pas commenter un épisode, on peut seulement donner son avis sur l'émission et le podcast en lui-même, donc désolé pour ça. En revanche, vous pouvez commenter les épisodes un par un en allant sur le site mondenumérique.info. En bas de l'article, vous verrez, il y a un petit espace qui vous permet de poster des commentaires. Merci d'avance pour cela. Merci également pour votre soutien éventuel, si vous le souhaitez, pour l'opération Mobile World Congress de Barcelone, un système de souscription qui est d'ores et déjà en place. Il suffit de cliquer dans le lien disponible dans la description de ce podcast pour contribuer et permettre la couverture de cet événement consacré à la mobilité par l'équipe de mondenumérique.info. Merci par avance de votre soutien. Je serais vraiment très heureux de vous rendre compte de ce salon. Voilà, c'est la fin. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut!